Préhabilitation, mode d'emploi, les clés en chirurgie thoracique. C'est l'enjeu de cette présentation aujourd'hui, appliquée à la chirurgie thoracique avec des axes un petit peu spécifiques d'action. Le concept de préhabilitation a maintenant 10 ans et il est d'origine canadienne et reposait sur un triptyque constitué de l'exercice physique, de l'apport nutritionnel, de l'apport psychologique. On y ajoute depuis quelques années toute une partie d'optimisation qui est aux confins entre la préhabilitation, la réhabilitation, puisqu'on va optimiser le patient sur des comorbidités accessibles lors de la consultation d'anesthésie. Parmi ces comorbidités, on a les addictions. La principale pour le patient de chirurgie thoracique, c'est l'addiction au tabac. Et donc l'enjeu de tout professionnel de santé qui reçoit un patient de chirurgie thoracique, c'est d'essayer de s'assurer du sevrage tabagique. Pour cela, le test de Fager-Sturm, 2 questions qui vont permettre de prescrire dès la consultation des substituts nicotiniques aux patients et de repartir avec une prise en charge, le sentiment d'avoir une prise en charge optimisée sur cette comorbidité. Ensuite, on a le sevrage alcoolique qui reste un sujet tabou en France. Et puis, on va optimiser les autres comorbidités comme avant toute consultation, qu'il s'agisse de l'hypertension, qu'il s'agisse du diabète, notamment non insuline dépendant, qu'il s'agisse de l'anémie avec toutes les stratégies de patient blood management. Et puis ensuite, la gestion des traitements avant chirurgie. Le deuxième axe, c'est finalement la préhabilitation en tant que soi. Qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer en chirurgie thoracique en suivant finalement ce trépied de prise en charge. En termes d'exercice physique, on va prescrire une prise en charge d'exercices en endurance, d'exercices en résistance aux patients dans les semaines qui vont précéder la chirurgie. Et cette alternance des 2 exercices qui est important pour couvrir la semaine et permettre un gain en termes de masse musculaire du patient. La prescription, elle est personnalisée au patient. On ne va pas faire la même entre un patient jeune et un patient de 80 ans qui va bénéficier de sa chirurgie thoracique. Et donc, cette adaptation, elle est nécessaire. Et des tutoriels, des images pour la réalisation des exercices est un apport pour cette prescription-là. La prescription d'exercices en endurance repose aujourd'hui essentiellement sur la marche active, voire la bicyclette, le vélo d'appartement, qui sont les 2 outils les plus utilisés que le patient prend à son compte assez facilement quand on en parle avec lui. La deuxième prescription, c'est les exercices en résistance. C'est très simple, une bande d'élastique, une bande de contention élastique avec des exercices qui vont mobiliser tous les muscles qui vont être nécessaires à la reprise d'une stature en verticalité. Donc on va pouvoir s'appuyer sur les accoudoirs du siège donc en travaillant les triceps au niveau du membre sup, le squelette axial pour la mise en position debout et enfin les quadriceps pour la mise en position de marche et de position statique verticale. Tous ces exercices sont prescrits par le kiné et sont dévolus ensuite en kinésithérapie de ville. Il y a un réseau de kinés maintenant qui s'intéressent beaucoup au sujet et qui sont capables de prendre le relais en ville pour superviser les exercices auprès du patient. Les autres options que l'on a à disposition aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les clubs de sport avec les prescriptions sport santé, notamment en chirurgie carcinologique, fait partie d'un dispositif reconnu, et de s'appuyer sur les kinésithérapeutes de votre structure avec des séances supervisées. Le patient a souvent, on se rend compte en réalité, que le patient a besoin d'être coucouné, d'être pris en charge, et il est tout à fait ouvert à revenir suivre des séances de sport au sein de l'institution prescriptrice. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Afin d'avoir un métabolisme vers l'anabolisme, il est très important d'améliorer et d'optimiser la nutrition du patient. Ça passe par des conseils diététiques d'enrichissement des repas au quotidien et ça va surtout passer par la prescription de protéines de 20 à 40 grammes par jour pour le patient, soit juste après les exercices physiques, soit avant de dormir le soir, puisque la phase de sommeil est la phase catabolique maximale et donc le muscle se dégénère à cet effet. Cette prescription se fait par des poudres, des cuillères-mesures de poudre de protéines que l'on trouve dans le grand commerce. Aujourd'hui, ce n'est pas un produit pharmaceutique. Et donc, dans la pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on recommande aux patients de s'acheter des pots de protéines et on va lui prescrire un certain nombre de cuillères-mesures pour ce versant anabolique conforté par le sport.
Le troisième pilier, qui est souvent le plus difficile à mettre en œuvre, c'est le conseil psychologique. On met le patient là dans une action qui est de faire du sport, d'essayer de gagner de la masse musculaire, de gagner de la réserve fonctionnelle avant la chirurgie. Et tout ça lui demande un effort particulier, c'est un changement de vie au quotidien et va lui demander un effort puisqu'on va le mettre dans une activité sportive qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire. Et si on veut que cette activité soit faite de façon régulière, de façon observante par rapport aux objectifs qu'on fixe aux patients, le support psychologique est très important. Ça va passer par l'entourage familial. C'est souvent important d'impliquer le proche, le conjoint dans ces exercices physiques. Et puis ça va passer par une approche, au moins une consultation par un psychologue d'équipe afin de détecter des éléments de dépression, des éléments d'anxiété qui vont renforcer le risque de douleur post-opératoire et d'essayer de minimiser ces phénomènes de stress-là en proposant des exercices de relaxation respiratoire, des exercices de sophrologie, des exercices de mentalisation éventuellement selon les patients. Une fois que ces trois piliers sont proposés, eh bien, on a un portefeuille complet de préhabilitation. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche en chirurgie thoracique? Alors oui, ça marche. La préhabilitation aujourd'hui, toute la littérature est concordante pour dire que le fait de préparer le patient avant la chirurgie va permettre d'optimiser, d'augmenter sa réserve fonctionnelle. Et cette réserve fonctionnelle que je lui ai donnée avant la chirurgie lui donne un matelas tout au cours de son parcours périopératoire. Et donc, en lui donnant cette réserve-là, je vais diminuer les risques de complications post-opératoires et éventuellement le risque de perte d'autonomie. Si je m'intéresse à un patient fragile, un patient plus âgé, je vais essayer de le maintenir sur cette phase de autonomie et non pas d'institutionnalisation du patient. Le deuxième enjeu démontré aujourd'hui dans la littérature, c'est qu'on commence à voir un faisceau d'articles montrant qu'en chirurgie colique, on diminue les complications, on diminue la durée de séjour post-opératoire. La littérature sur la chirurgie thoracique est beaucoup plus réduite aujourd'hui. Il y a peu d'équipes qui se sont intéressées à la préhabilitation en chirurgie thoracique. Il y a deux éléments qui sont clairement démontrés dans cet axe-là. C'est un, l'apport des exercices physiques et notamment de la kinésithérapie préopératoire que l'on va adjoindre à ces patients avec de la spirométrie incitative pour mobiliser les volumes et gagner en termes de capacité fonctionnelle respiratoire. Ça, c'est une particularité de la chirurgie thoracique et le patient qui en bénéficie le plus, c'est le patient BPCO. Donc, dans le cas de la préhabilitation en chirurgie thoracique, on va y adjoindre des exercices de kinésithérapie respiratoire et notamment de kinésithérapie spirométrie incitative pour essayer de gagner en capacité fonctionnelle respiratoire. Le deuxième démonstration qui est faite dans le cas de la chirurgie thoracique, c'est l'échec des traitements courts. Il y a toute une littérature pour essayer de diminuer le temps de préhabilitation, notamment en chirurgie thoracique, dans la chirurgie carcinologique, d'essayer de proposer des programmes de 15 jours. L'ensemble de la littérature sur des programmes de 15 jours montre que le patient s'épuise, arrête le programme de préhabilitation et finalement n'a pas l'effet escompté en termes de réserve fonctionnelle. Donc, si l'on veut essayer de faire de la préhabilitation en chirurgie thoracique, l'organisation, la détection et le démarrage dès la biopsie, dès le bus dans le cadre de cette chirurgie est nécessaire pour avoir les 4 semaines nécessaires à la préhabilitation du patient en préopératoire. Donc oui, ça marche. Ça nécessite de s'organiser, ça nécessite un enjeu collectif qui va impliquer les chirurgiens dans la boucle. Il faut qu'ils aient conscience que ce programme peut être un bénéfice pour le patient. C'est un enjeu collectif auprès des kinésithérapeutes, des psychologues des services et des infirmières, à la fois les infirmières de préopératoire qui sont aujourd'hui un jalon intéressant dans le parcours du patient, mais aussi les infirmières en post-opératoire. Avec ce collectif-là, on est capable de faire des choses et on est capable de proposer une préhabilitation personnalisée qui va permettre d'optimiser le patient en préopératoire.